Il y a maintenant plus d'un an, la pandémie de COVID-19 a été déclarée. Depuis, différentes statistiques nous sont données. Nous parlons des symptômes que le virus provoque, des mesures sanitaires à respecter et j'en passe. Avec le temps, nous avons malheureusement découvert que certaines personnes ayant contracté la COVID ne s'en remettent pas complètement. Le terme COVID long ou syndrome post-COVID leur a été attribué. Ils présentent des symptômes étrangement semblables à ceux de l'EM, dont l'épuisement, l'incapacité à l'effort, le brouillard mental et on en passe. Le webinaire d'aujourd'hui traitera de l'étude des séquelles post-COVID et le risque de développer l'EM. Pour nous en parler, on reçoit le Dr Alain Moreau, professeur titulaire de faculté de médecine dentaire et faculté de médecine de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, directeur scientifique du réseau de recherche ICANN-CMI et du Centre collaboratif sur l'encéphalomyélite myalgique de l'Open Medicine Foundation au CHU Sainte-Justine, Université de Montréal. Avant de vous céder la parole, on tenait, au nom de la CAM et de tous ses membres, à vous féliciter pour le succès de l'article scientifique qui a été paru au Scientific Reports, qui a été nommé dans le top 100 des articles les plus téléchargés pour 2020. C'est un bel accomplissement. Donc, au nom de tous les membres, on vous dit un grand félicitations. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous des séquelles post-COVID-19 et le risque de développer l'encéphalomyélite myalgique ou d'autres types de séquelles. Donc, c'est un sujet qui est brûlant d'actualité et je vais faire de mon mieux pour le parcourir avec vous d'une façon la plus digeste possible afin que tous et chacun puissiez comprendre là où on en est. Donc, comme d'habitude, mes divulgations et conflits d'intérêts. Donc, le programme de recherche sur lequel je vais m'entretenir un peu plus aujourd'hui, qui est sur les post-COVID-19, est financé par Open Medicine Foundation et Open Medicine Foundation Canada, ainsi que l'Institut TransMedTech. Donc, voir au-delà de la pandémie, c'est sûr que depuis un an, nos vies personnelles, collectives et professionnelles ont été affectées à différents niveaux par cette venue d'un coronavirus qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève et qui a bouleversé nos vies et qui a contribué malheureusement au décès de nombreux citoyens et citoyennes de par le monde. Et au-delà de la phase aiguë de cette pandémie, on a réalisé qu'il se passait quelque chose. Donc, on a vu que les gens qui étaient soi-disant guéris de la COVID-19 présentaient soit des nouveaux symptômes ou des symptômes persistants ou une combinaison des deux suite à leur maladie. Et on a constaté aussi que ces longs COVID et souvent développaient ces symptômes-là, pas nécessairement en lien avec l'intensité de leur COVID. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient soit eu des symptômes légers ou même voire asymptomatiques. Et suite à leur guérison, ils ont vraiment développé un sérieux problème qui n'était pas sur les radars, si je puis dire. Donc, vous avez vu ça dans les différents journaux. En fait, les agences de santé et les gouvernements ont été aussi mobilisés et alertés par les patients soi-disant guéris suite à leurs plaintes et au fait que les gens utilisent aujourd'hui à bon escient, comme des fois à mauvais escient, les médias sociaux. Mais je pense qu'ici, les médias sociaux ont permis de tirer l'alarme. Donc, à mesure que des rapports sur les symptômes à long terme de la COVID ont émergé, évidemment, ça a amené à se questionner et aussi à répondre pas seulement à la question urgente de comment lutter contre la COVID, développer le fameux vaccin, mais aussi trouver des approches médicales pour guérir le plus possible les gens qui étaient très atteints. Mais maintenant, comment on peut s'adresser à l'autre groupe qui sont les COVID longs? Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité et ça ne va pas s'estomper puisque nous sommes dans la troisième vague et même dans d'autres États, d'autres pays, ils parlent déjà de la quatrième vague.
Donc, je pense que cette situation-là, post-COVID, va perdurer dans le temps. Euh, on va espérer que la venue des vaccins va stabiliser la chose, mais il n'est pas dit que les différents variants, il va y avoir d'autres variants qui vont émerger, pourraient aussi euh, accentuer cette situation-là de post-COVID. Donc, il faut être aux aguets. Donc, ça, c'est un... Sur cette diapo, vous voyez une nouvelle de l'agence France Presse qui a été reprise par le journal La Presse où on disait, hier, où on disait que au Royaume-Uni, une personne sur 7 testée positive au coronavirus avait encore des symptômes de la maladie 3 mois plus tard. Donc, et non seulement ces gens-là étaient des gens atteints du syndrome post-COVID, mais que c'était surtout des femmes et que c'était un groupe d'âge relativement jeune. On parlait de gens âgés entre 25 et 34 ans. Et ça aussi, ça devrait sonner des alarmes auprès de tout le monde, y compris les gouvernements et les services de santé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un COVID long? Donc, évidemment, ensuite des premières vagues, puis j'ai même plus mis de numéro parce qu'on est déjà dans la troisième au Québec et comme je vous ai mentionné, dans certains pays, ils estiment qu'ils sont déjà dans une quatrième vague avec l'influence des variants. Donc, on a constaté que les gens qui avaient eu une infection au COVID-19 après leur test PCR négatif présentaient des symptômes persistants et souvent très débilitants. Donc, d'où est apparue l'appellation des long haulers, un terme anglophone pour décrire des patients qui avaient justement ces symptômes persistants et qui souffrent souvent d'une fatigue profonde, de maux de tête, d'essoufflement, de douleurs musculaires, de troubles du sommeil, des troubles cognitifs, parfois accompagnés d'instabilité vasculaire ou d'intolérance orthostatique avec ou non tachycardie. Donc, vous voyez que ces syndromes-là, pour ceux qui souffrent déjà de l'encéphalomyalgie, ce ne sont pas des symptômes qui vous sont inconnus. En fait, ce sont des symptômes qui sont étonnamment similaires à l'encéphalomyalgie. J'ai utilisé le paradigme de l'iceberg en disant que oui, 80% des patients qui vont avoir développé une COVID-19 vont s'en remettre en principe après 2 semaines. Il y a des formes qui prennent plus de temps, mais grosso modo, c'est ça. Et à peu près 20%, et ça, c'est un chiffre très conservateur parce qu'on n'a pas vraiment les données réelles, mais on estime autour de 20% que des patients vont présenter des séquelles à long terme. Ce 20%-là, pourquoi il est en dessous, dans la partie submergée, c'est que ce 20%-là risque de se transformer en 80% des coûts de santé au niveau des systèmes de santé et de la société à long terme. Donc, si on néglige l'étude et la compréhension des mécanismes et qu'est-ce qui amène les gens à faire des COVID longs, surtout si on pense que c'est une population qui va être beaucoup plus jeune, vous voyez l'impact qu'on ne voit pas encore, d'où le modèle de l'iceberg ici, mais ça va frapper fort et ça va frapper dur pendant très longtemps si on ne s'attaque pas à ce problème-là rapidement et sérieusement. Donc, le COVID-19 long, comment prendre ou développer un diagnostic et améliorer la prise en charge des personnes? Actuellement, le meilleur modèle que je pourrais illustrer, vous montrer, vous illustrer la situation, c'est comme tenter de résoudre un cube de Rubik, mais avec des couleurs changeantes. Donc déjà, si vous avez de la difficulté avec un cube Rubik standard, imaginez-vous que les couleurs commencent à changer à tout bout de champ. Donc, ça devient une situation extrêmement difficile. Donc, l'allégorie ou du cube de Rubik qui change de couleur, ben, c'est un peu ça qu'on voit avec les post-COVID, où non seulement de nouveaux symptômes apparaissent, mais ils vont aussi varier en intensité dans le temps. Donc, le COVID long va chevaucher d'autres complications qui vont découler bien évidemment de la forme aiguë de la maladie, ce qui rend difficile à définir. Donc, vous voyez dans ces 4 cercles d'intensité différentes et de couleurs différentes, donc vous avez des gens qui vont bien évidemment avoir eu des complications nécessitant une hospitalisation et liées aussi au fait qu'ils vont avoir eu des traitements en soins intensifs.
Ces gens-là vont faire aussi ce qu'on appelle en anglais PICS, donc un Post-Intensive Care Syndrome. Donc, cette situation-là, elle est très, très, très bien connue des médecins intensivistes. Donc, on peut faire des PICS parce qu'on est un polytraumatisé de la route, parce qu'on a eu un accident ou un accident de travail ou une maladie complexe qui s'est mise à dégénérer. Donc, il va y avoir, c'est tout à fait normal de voir des séquelles post-COVID chez des gens qui vont avoir été hospitalisés aux soins intensifs, mais qui n'ont pas nécessairement un lien direct à la COVID comme telle, mais plus à la nature et à l'agressivité des traitements qui vont avoir été prescrits pour leur sauver la vie. Donc, il y a des conséquences à ce type de traitement-là. Vous allez avoir une grande majorité de COVID-19 long, et ça va être la majorité où ces gens-là n'auront pas du tout été hospitalisés, auront eu pendant leur phase aiguë des symptômes tout à fait légers, et dans certains cas même aucun symptôme. Et tout d'un coup, lorsque on va les déclarer négatifs au test PCR, ces gens-là vont se découvrir de nouveaux symptômes et des symptômes qui vont apparaître, perte de mémoire, de la tachycardie pour des gens qui n'ont eu aucun malaise cardiaque de toute leur vie, surtout pour des jeunes personnes. Et on va se retrouver aussi le petit cercle jaune autre, qui peut être aussi des gens qui pensent qu'ils ont eu la COVID-19. Ils n'ont pas eu de test PCR pour s'en assurer, mais ils ont eu certains symptômes et évidemment avec des comorbidités, d'autres problématiques, vont apparaître un peu amalgamés au post-COVID, mais dans les faits, ce ne sont pas vraiment de vrais post-COVID puisqu'ils n'auront pas eu la COVID. Donc, ça vient un peu compliquer le portrait et maintenant, avec la venue de différents variants, il ne serait pas étonnant de voir que certaines complications post-COVID puissent être davantage déclenchées par certains variants. Vous savez qu'on parle principalement de 3 variants, que ce soit le variant britannique qui, d'ici la fin du mois d'avril, presque 100% des cas COVID vont être maintenant causés par ce variant-là qui est assez foudroyant. Mais on a aussi le variant sud-africain et brésilien. Mais en plus, il y a plein de variants. Puis je ne serais pas surpris qu'il y ait déjà un variant québécois qui se promène, comme il y a des variants américains qui sont déjà présents, mais encore une fois mal définis. Donc, je vais faire dans les prochaines minutes la part des choses entre les COVID longs issus d'une hospitalisation pour traiter la COVID-19, donc les formes graves. Donc, 3/4 des patients hospitalisés pour la COVID-19 avaient au moins un symptôme persistant après 6 mois suite à leur maladie aiguë. Donc, ce sont des données sur 1733 patients hospitalisés en Chine qui ont été publiées dans le journal Lancet, qui est le top journal, l'équivalent de New England aux États-Unis. Donc, le Lancet, c'est l'équivalent britannique. Donc on avait dans ces gens-là au moins un symptôme ou n'importe quel des symptômes identifiés dans le tableau ici. C'est une diapositive reprise d'une présentation récente de la CDC aux États-Unis. On avait fatigue et faiblesse musculaire dans 63% des cas, une dyspnée dans 26% des cas, des difficultés à dormir, 26%, de l'anxiété, de la dépression, 23%, une perte de cheveux, pas vraiment spécifique à l'encéphalomyalgie dans ce cas-ci, mais 22%, des problèmes de perception des odeurs et du goût dans 11%, donc ces problèmes-là demeuraient persistants suite à la phase aiguë de la maladie, des palpitations, donc la tachycardie dans 9% et des douleurs articulaires dans 9% des cas. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, il y avait des enjeux liés à la fois à la forme aiguë et la sévérité de la maladie et le fait qu'un grand nombre de ces patients-là ont été hospitalisés aux soins intensifs, donc l'agressivité des traitements pour sauver leur vie et les guérir le plus rapidement ont aussi des effets associés à certains de ces symptômes-là. D'un autre côté, on a vu chez les patients non hospitalisés, donc encore une fois, on voyait des symptômes prolongés, même si ces gens-là avaient fait une maladie légère qui ne nécessitait pas une hospitalisation. Donc, ce sont des données
qui découlent ici sur cette diapo d'enquêtes téléphoniques réalisées en France, aux îles Féroé et en Suisse. Donc, les patients ont rapporté de 35 à 54 des patients atteints de la COVID aiguë ayant des symptômes légers présentaient des symptômes prolongés de 2 à 4 mois au moment de l'enquête. 50 à 76 de ces patients-là signalaient de nouveaux symptômes qui n'étaient pas présents pendant la maladie aiguë ou des symptômes qui étaient disparus, qui réapparaissaient. Pensez à mon cube Rubik dont les couleurs changent. Et 9 ont signalé des symptômes prolongés comme étant très sévères. Donc, toujours chez les non hospitalisés suite à leur COVID. Donc, ici, ce sont une petite étude publiée récemment sur 70 individus non hospitalisés en France. Donc, vous voyez tout ce qui est en blanc sur le graphique ici, c'était les symptômes présents avec le pourcentage pendant la phase aiguë de la maladie et en rouge et le pourcentage des symptômes persistants suite à leur guérison. Et ici, un fait qui est à noter, c'était l'apparition de désordres neurologiques qui, si vous regardez en bas du graphique ici, étaient tout à fait inexistants chez les individus pendant leur phase aiguë de la maladie, mais qui se sont développés au-delà de 20 des cas suite à leur guérison, donc dans les post-COVID. Donc, les points clés à retenir dans la présentation et la reconnaissance des symptômes, c'est évidemment la présence de nouveaux ou de symptômes persistants d'une durée de 4 à 6 mois et plus, qui surviennent chez les patients atteints de la COVID-19, quelle que soit la gravité de l'épisode aigu. Donc, pendant la phase aiguë de la maladie, ce n'est pas la phase aiguë de la maladie qui est prédictive du COVID-19 long, quoiqu'on sait que le passage aux soins intensifs est un facteur déclenchant. Et comme je vous ai mentionné, on a maintenant assez de recul pour savoir que la grande majorité des COVID longs sont des gens qui n'ont pas été hospitalisés. Outre les symptômes respiratoires, les patients présentent évidemment de la fatigue, des troubles du sommeil, dépression, anxiété et dysfonctionnement neurologique. Donc évidemment, les cliniciens sont appelés à faire des examens médicaux complets pour documenter ces manifestations longues et éventuellement trouver une façon d'améliorer ou de mieux gérer les symptômes. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Et autant les patients devraient, surtout pour les gens qui ont le COVID long, on devrait développer professionnellement tout le moins et collectivement de l'empathie envers ces gens-là, puisque ces gens-là n'ont pas l'expérience ou l'expertise que je dirais que les gens ont développé sur l'encéphalomyélite myalgique. Et en somme toute, se disaient relativement chanceux d'avoir une forme asymptomatique ou légère de la COVID pendant la phase aiguë. Et maintenant, se retrouvent avec une nouvelle maladie chronique pour lesquelles on connaît peu de choses. Et évidemment, ça va être difficile, c'est difficile de les approcher en leur disant qu'il y a peut-être un risque de développer l'encéphalomyélite myalgique puisqu'ils ne connaissent pas cette maladie-là. Donc, il y a des enjeux de compréhension de part et d'autre ici qu'on doit faire attention. Donc, comment mieux comprendre les trajectoires post-COVID? Donc, je vous donne un exemple le plus simple possible. Donc, il y a 3 grands cas de figure comme trajectoire. Donc, suite à votre phase aiguë, donc vous voyez mon petit bonhomme ici, qui a eu une atteinte par le coronavirus, suite à sa phase aiguë, il va y avoir une guérison complète. Donc, en général, on sait qu'une infection virale sévère va minimalement nécessiter au moins 1 mois, à peut-être même dans certains cas 3 mois pour avoir une guérison complète. Donc, c'est tout à fait normal, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-viral. Donc, il va y avoir des gens qui vont entreprendre cette trajectoire-là et vont développer éventuellement une guérison complète, même si ça peut sembler long de guérir complètement. Donc, on se donne un horizon de 1 à 3 mois ici
en règle générale, et ça, c'est suite vraiment à une forme sévère d'une infection virale. On va avoir l'autre cas de figure où on sait, à cause de la similitude des symptômes, au même titre que les études précédentes avec d'autres formes de coronavirus ou même d'autres virus. Donc, on sait qu'on a jusqu'à 80% des gens qui ont développé l'encéphalomyélite myalgique l'ont développé suite à une infection virale ou dans certains cas une infection bactérienne, par exemple une maladie de Lyme chronique. Donc, on sait qu'il y a une historique et qu'il y a des fondements dans la littérature médicale et scientifique qui soutiennent cet événement-là. Donc, ça va être une autre trajectoire où les gens vont aboutir malheureusement avec l'encéphalomyélite myalgique et ou la fibromyalgie. Il va y avoir malheureusement un troisième type de trajectoire qui va être d'autres types de séquelles de nature peut-être plus neurologique, pour lesquelles on va peut-être avoir à définir ou démultiplier les trajectoires. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue que les trois grands groupes de trajectoires possibles devraient être de cette nature-là. Encore une fois, il n'est pas impossible qu'un individu présente des symptômes persistants pendant 6 mois et que éventuellement on arrive à une guérison complète. Donc, dans la vie, on n'est pas tous équipés de la même façon, donc on ne réagit pas toujours de la même façon. Donc, il va y avoir des individus où, avec la même intensité d'infection virale, vont guérir ça 2 semaines top chrono, et d'autres individus, ben, ça va être 6 à 12 mois peut-être, et ce ne sera pas un top chrono. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Par contre, déjà, lorsqu'on s'éloigne de cette période-là de plus 3 mois suite à l'infection virale, on commence à tomber dans une zone où il faut bien investiguer ce qui se passe, d'où l'importance d'établir les trajectoires et de comprendre les mécanismes oculaires qui sont sous-jacents ces différentes trajectoires-là. Donc, ce qu'on sait sur les mécanismes moléculaires, on ne sait pas encore grand-chose. On connaît beaucoup de choses sur comment le virus va envahir l'autre et comment il va se saisir de la machinerie de l'autre pour se répliquer. Malgré ça, on n'a pas eu beaucoup de succès encore sur trouver des médicaments qui vont empêcher ou réduire l'activité du virus. On a eu plus de succès et c'est quasiment miraculeux d'avoir un vaccin en moins d'une année finalement. En fait, plusieurs vaccins comme tels et maintenant l'utilisation de certains anticorps monoclonaux aussi qui peuvent être utilisés de façon thérapeutique. Donc, vous et moi, on a une phase où on n'a jamais eu de problème dans la vie. En tout cas, on se le souhaite. On était en relativement bonne santé et on a rencontré sur notre route le coronavirus. Ce qui est vrai pour le coronavirus pourrait être vrai aussi pour d'autres formes de virus. Et ce facteur qu'on connaît maintenant est un facteur environnemental qui soit a bénéficié de susceptibilité génétique, donc de favoriser son développement ou d'une réponse qui a fait que même si la réponse aiguë était relativement bénigne, il est arrivé des séquelles qui ont persisté à cause du virus. Donc, c'est là qu'on parle d'une contribution plus de l'épigénétique, puisque les virus de la famille coronavirus, comme d'autres virus, par exemple les virus de la mononucléose, donc le virus d'Epstein-Barr, peuvent avoir des impacts qui vont moduler la méthylation de l'ADN, par exemple. Ils vont aussi entraîner des réponses ou des modulations de la production de certains des micro-ARN. Ça devrait être plus un nouveau mot maintenant, suite à mon deuxième webinaire. Donc on pense, et c'est pour ça que le volet épigénétique est écrit en plus gros, a une contribution peut-être plus importante et qu'on n'a pas encore assez bien étudiée. Donc, tel que je l'ai mentionné, il y a une grande majorité des gens vont avoir une rémission de leur phase aiguë, alors que des gens, au-delà même des 6 mois, vont avoir, qui n'est pas une progression de la maladie en soi, mais va être le COVID long, donc quelque chose d'autre qui va avoir été initié par l'exposition au coronavirus. Et encore une fois, on est
plus ou moins clair ou certain. Est-ce que ces gens-là avaient déjà des prédispositions génétiques qui pourraient expliquer ce type de trajectoire, ou ils avaient tout simplement eu certains soit variants ou des prédispositions, mais du côté épigénétique qui ont fait que ça les a peut-être avantagés du côté de la phase aiguë, mais suite au départ du virus, il est arrivé des séquelles, et ce sont maintenant les séquelles qui se manifestent et qui entraînent des nouveaux symptômes. Donc, pourquoi on pense un lien épigénétique, et notamment avec les micro-ARN? Donc, comme l'a mentionné Valérie dans son introduction, on a publié au mois de novembre 2020 un article qui a été bien reconnu puisqu'on a fait le top 100. Donc, on est dans les 100 journaux les plus, j'ai le terme anglais, downloadés sur 21 000 publications du journal Scientific Report. Donc, on est bien heureux de ça. Donc, ça nous montre une appréciation du milieu scientifique de l'importance de nos travaux. Et on a fait l'exercice de mettre en évidence est-ce que les micro-ARN qui sont discutés dans ce papier-là, qui étaient des micro-ARN qui ont permis l'élaboration d'un test diagnostique pour l'encéphalomyélite myalgique, est-ce qu'ils avaient des liens avec soit les coronavirus ou des cibles des coronavirus? Donc, si on regarde de la gauche vers la droite, donc, on a un premier micro-ARN que vous voyez en bleu pâle. Ça est bleu avec des 3 petites pattes ici, donc le MIR 181B5P. Donc, ce MIR-là est en lien avec des cibles, des gènes en vert que vous voyez ici, qui sont des cibles du virus qu'on appelle le MERS, donc un coronavirus qui a créé une épidémie au Moyen-Orient, donc qui était extrêmement mortel, donc 35 à 40% des gens infectés en mouraient. Donc c'est pour ça que ça n'a pas créé une pandémie, parce qu'il était trop mortel, mais c'était la même famille des coronavirus, et évidemment ça se passait très loin de chez nous. Donc on a un premier micro-ARN qui appartient à que je pourrais dire ici, la famille encéphalomyélite myalgique. On a un autre coronavirus qui est le SARS, qui s'est rapproché de nous, donc il a fait des centaines de victimes au Canada, surtout dans la grande région de Toronto. Donc encore une fois, un de nos micro-ARN est en interaction avec des gènes qui normalement devraient aider à combattre le SARS, okay? Donc des gènes de la famille d'interférons ici. Donc si vous avez des niveaux élevés de ce MIR-là, bien, ça va vous mettre dans le trouble. Et vous voyez ici la grande majorité des micro-ARN, donc il y en a 7 à 8 ici, qui font partie des 11 qu'on a identifiés, sont en interaction directement avec des gènes qui sont soit régulés ou qui tentent de moduler le COVID-19, donc le SARS-CoV-2, pour se défendre. Et la grande majorité de ces gènes-là sont dans 2 classes, donc au niveau immunitaire ou au niveau des récepteurs calciques ici, qui pourraient être contributeurs probablement à des changements au niveau de l'intolérance orthostatique et les tachycardies qui sont perçues ou ressenties par certains patients. Donc, ce n'est pas une preuve définitive, c'est plus une recherche bioinformatique, mais qui vous montre qu'il y a des liens qui sont plus que plausibles entre déjà des micro-ARN qui participent à la pathogénèse de l'encéphalomyélite myalgique et qui pourraient demeurer perturbés suite à une infection par un coronavirus. Donc, on s'est mis à l'étude des COVID longs. Donc, on a un projet qu'on appelle SCOPIMED, qui est financé par Open Medicine Foundation aux États-Unis comme au Canada, et aussi par l'Institut TransMedTech à Montréal. Donc, on a mis sur pied une collaboration avec les 2 cliniques post-COVID, donc celle de Sherbrooke, dirigée par le Dr Alain Piché, un nouveau collaborateur, et aussi par le Dr Laliana Falcon à l'IRCM. Donc, on a pu, dans les derniers jours, recevoir des échantillons de la clinique du Dr Piché, et on s'est mis à étudier ces post-COVID-là. Donc, la différence ici, donc vous voyez que suite à une infection, la phase aiguë va se durer pendant certains jours. Donc,
encore une fois, certains individus vont être hospitalisés, d'autres ne le seront pas. Donc, nous, on intervient en aval, donc chez des patients non hospitalisés pour l'instant. Donc, le carré rouge représente des plasmas collectés au repos de la cohorte de l'Estrie du Dr Piché, qui sont entre 1 et 3 mois post-COVID pour la grande majorité, alors que les plasmas que nous avons collectés de la cohorte Scopimed sont des patients qui sont 6 à 12 mois post-COVID. Donc, il y a quand même une certaine complémentation ici. Et encore une fois, ce sont, en général, en tout cas pour la cohorte Scopimed, de jeunes personnes qui étaient soit symptomatiques ou avec des symptômes de léger à très modérés pendant la phase aiguë de leur maladie. Donc, on a ces deux types d'échantillons-là à notre disposition pour l'instant pour commencer à comprendre ce qui se passe dans les COVID-19 longs. Donc, on a utilisé sensiblement la même approche qu'on utilise pour les patients atteints d'encéphalomyélite myalgique. Donc, si on est pour trouver éventuellement des points de convergence, donc on s'est dit qu'on va travailler autour du symptôme cardinal de l'encéphalomyélite myalgique, qui est le malaise après effort. Donc, dans ce contexte-là, on applique ce que vous connaissez maintenant sous le terme de stress test pour induire le malaise après effort chez tous les participants. On mesure aussi leur changement au niveau de l'oxymétrie cérébrale. Donc, ce que vous voyez ici dans le milieu, j'ai activé mon pointeur laser, donc en rouge et en bleu. Donc, ce sont les changements dans l'oxygène du cerveau pendant le stress test. Et on fait passer un test neurocognitif avant le stress test et immédiatement après, au même titre qu'on recueille l'urine du matin et la salive lors de la visite. Et on leur fait passer les questionnaires classiques avant et aussi suite à la visite pour essayer de monitorer le malaise après effort induit. Donc, on a un quatrième questionnaire qui est le DPEMQ, qu'on passe une semaine après avoir réalisé le test pour s'assurer en même temps que les participants sont corrects et qu'on n'a pas causé plus de dommages que ce qu'ils avaient déjà au départ. Donc, essentiellement, ça ressemble à ce que vous savez déjà, ce qu'on fait comme protocole pour l'encéphalomyélite myalgique. Donc, vous avez ici, on a testé à ce jour pour la cohorte Scopimed 6 patients. On a eu aussi 3 sujets contrôles qui ne sont pas identifiés ici, mais qui sont des post-COVID-19, mais qui ont pleinement récupéré suite à leur COVID-19. Donc, ce sont les meilleurs sujets contrôles qu'on ne peut pas avoir par rapport à des COVID longs. Donc, vous avez ici les caractéristiques cliniques et démographiques des participants, donc le sexe. Donc, vous voyez que la grande majorité ici sont des femmes. Vous avez des âges qui vont de la plus jeune, 29 ans, à la personne la plus vieille, qui est 53, qui n'est pas vraiment vieux ici. Vous avez la durée post-COVID, donc qui va varier entre 7 et 12 mois. Et vous avez les différents scores qui montrent au niveau du DSQ, par exemple, la sévérité de leurs symptômes, qui va être aussi très, très variable. Et c'est correct, c'est ce qu'on s'attend. Comme je vous ai mentionné, d'entrée de jeu, on ne s'attend pas à ce que tout le monde va avoir une trajectoire d'encéphalomyélite myalgique. On va avoir des gens, même parmi les COVID longs, qui vont avoir éventuellement une rémission et qui ne seront pas des encéphalomyélites. Et ça, c'est important. Il faut être capable de les identifier au même titre d'identifier ceux qui vont faire soit une encéphalomyélite myalgique, de la fibromyalgie ou un autre type de séquelles. Donc ici, je vous présente une série de mesures de l'oxymétrie cérébrale qu'on capture avec notre système Massimo. Donc, vous voyez qu'en rouge, ce sont les niveaux qui sont mesurés au niveau de l'hémisphère gauche du cerveau. Et en bleu, ce sont, excusez-moi, en rouge, c'est au niveau de l'hémisphère droit et en bleu au niveau de l'hémisphère gauche. Donc, évidemment, si je vous demandais quels sont les individus contrôle versus les individus COVID longs, les plus malins d'entre vous me diraient, bien, il y a 2 types de noms qui sont utilisés sur les tableaux. Donc, les 3 contrôles, c'est ceux qui sont les CO,
Donc, CO001, 002 et 003. Ce sont des individus qui ont eu la COVID-19, qui ont pleinement récupéré, qui présentent ou qui n'ont jamais présenté de symptômes persistants suite à leur guérison. Alors que les cols 001 à col 006, ce sont tous des COVID longs. Dans la bonne majorité des cas, ils sont très sévèrement atteints. On va regarder ensemble certaines similitudes. Donc, évidemment, la mesure de l'oxygène cérébral, je pense, révèle des choses. Vous voyez des patrons différents. Donc, disons que dans un premier temps, tout le monde est, normalement, on devrait tous être plus ou moins entre 70 et on pouvait même descendre un peu en bas de 60%. Là, on serait encore dans la zone relativement normale ici. Mais on voit qu'il y a des patients, notamment les patients comme le col 005, où vous voyez que plus on fait le stress test et plus ça diminue. Donc, on s'attend à ce que ce changement dans les niveaux qu'on mesure d'oxygène vont à la fois dénoter soit une altération du flot sanguin vers le cerveau, c'est une possibilité, au même titre que on va mesurer soit un accroissement de l'activité des cellules, donc des neurones dans certaines parties du cerveau qui vont consommer plus d'oxygène, ou à l'inverse, consommer moins d'oxygène. Donc, on n'a pas encore assez de recul pour juste visuellement regarder ça, mais on commence à voir des tendances. Donc, je vais vous mettre au test ici. Donc, vous voyez deux COVID longs, le col 004 et le col 005, que j'ai comparé à deux patients atteints d'encéphalomyélite myalgique, le 170 et le 172. Donc, vous voyez notamment pour le col 004, non seulement les courbes sont très similaires, mais dans les niveaux d'oxygène aussi, ils sont aussi assez similaires pendant le stress test. Même chose pour le col 005, où on voit quand même beaucoup de similarités entre les niveaux de départ. Donc, on est autour de 70-72, et on voit que ça descend dans les deux hémisphères à peu près de la même façon. Donc, encore une fois, est-ce que c'est suffisant pour arriver à un diagnostic que cette personne-là ayant un COVID long va développer l'encéphalomyélite myalgique? La réponse est non. Est-ce qu'après avoir fait 200 scans ou 300 scans, je vais être capable de vous dire oui? Peut-être. Mais on met toutes nos chances de notre côté pour essayer de voir les similitudes et les différences entre les participants. Et ça, c'est quelque chose de relativement nouveau. Puis on est bien content de le faire parce que je pense que ça amène des informations importantes, à la fois que le stress test qu'on applique fait quelque chose, donc il y a une réaction physiologique qu'on peut mesurer, et qu'il y a des similarités entre les deux groupes, mais il y a des patients qui sont aussi très différents. Donc encore une fois, ici sur la diapo 20, vous voyez deux autres COVID longs qui ont plus de similarités pour l'instant avec le patient EM 171. Donc, je mets encore une fois un bémol. Je ne voudrais pas vous convaincre, suite à ma présentation, qu'il suffit de prendre les mesures d'oxygène cérébral pour arriver à un diagnostic. On n'est pas encore là, mais c'est un pas dans l'élaboration des trajectoires qu'on voudrait valider. On a mesuré évidemment avant et après l'application du stress test. On a réalisé une évaluation neurocognitive avec le même test qu'on utilise pour les gens atteints d'encéphalomyélite myalgique, donc le Brain Check. Donc, ce n'est pas un test qui est spécifique pour l'encéphalomyélite myalgique, c'est vraiment un test qui a été validé pour évaluer les fonctions neurocognitives. Donc, encore une fois, je vous rappelle que plus vous allez être à gauche, donc vers le petit bonhomme mauve, plus vous allez être malade, et plus vous allez monter, bien, vous allez être ici un génie autour de 200. Donc, le test vous classe de façon globale, mais aussi pour chacune des fonctions, que ce soit l'attention, les fonctions exécutives ou la mémoire. Donc, si vous êtes dans le premier percentile de la population, ça veut dire que 99% de la population est meilleure que vous. Donc, ça veut dire que vous avez un dysfonctionnement par rapport à la population en général. Donc, on retrouve sur le tableau ici, donc les trois sujets contrôle. Donc, encore une fois, vous avez en haut l'identité codifiée des participants.
Vous avez ici les différents scores. Donc, le premier bloc ici, c'est à T0, c'est avant le stress test. Et T90 minutes, c'est T90 minutes après avoir réalisé le stress test. Donc, ici, on voit bien que les patients, les post-COVID qui ont complètement guéri, en règle générale, ont des performances très fortes, donc de 96 à 107, 106 à 109. Vous ne voyez pas de rouge, ils sont dans des percentiles élevés, ils performent très bien, donc il n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas du tout d'affection neurologique. On a un troisième contrôle, donc, où il est un peu moins performant. Et on voit que pour la tension au début du test ici, où cette personne n'a pas bien performé dans le premier percentile, c'est beaucoup corrigé dans le deuxième test et quand même avait une diminution significative au niveau de la fonction exécutive. Donc, encore une fois, en ce que la personne nous rapporte, puisque nous, on teste objectivement, on voit des distinctions. Donc, il est peut-être possible que cette personne-là, malgré ce qu'elle nous raconte, a peut-être encore des petites séquelles si on la compare, par exemple, à ces deux personnes-là. On a les 6 COVID longs ici et vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de rouge. Donc, et plus il y a de rouge, plus on est très bas. Donc, ici, fail, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que cette personne-là n'a pas été capable d'accomplir la tâche dans le temps imparti pour le faire. Donc, éventuellement, c'est non conclusif. Mais on voit qu'il y a des patients qui non seulement vont pas bien, mais qui s'aggravent, comme on voit chez les encéphalomyélites myalgiques suite au stress test. On a commencé à mesurer différents biomarqueurs, donc tant dans la cohorte de l'Estrie que du Dr Piché que dans la cohorte de Scopimed. Donc, il est encore trop tôt pour conclure quelque chose, mais vous voyez par exemple dans chacun des graphiques ici, donc si je prends le premier bloc avec un des marqueurs MFP3, donc vous avez des patients de 1 à 2 mois post-COVID, de 3 mois, 6 mois. Donc ça, c'est ceux de la cohorte de l'Estrie et les 3 autres, donc 7 à 8, 10, 12, ce sont nos patients de la cohorte Scopimed. Donc, premièrement, à part ici où on a un nombre robuste de participants, on n'a pas encore assez de participants dans les autres catégories pour vraiment conclure. On voit des distinctions dans le temps. Ce qui nous intéresse ici, encore une fois, c'est de prédire des trajectoires. Donc, ce n'est pas tellement la valeur moyenne, puisqu'on sait qu'il va y avoir des individus, comme par exemple en haut ici, qui risquent de faire une trajectoire encéphalomyélite myalgique, et un individu qui peut faire une autre trajectoire avec des séquelles neurologiques. Donc on doit regarder les points individuels qui apparaissent ici pour se faire une idée au cours du temps. Donc, on a actuellement regardé 4 biomarqueurs qui sont des biomarqueurs qu'on regarde dans nos cohortes d'encéphalomyélite myalgique. Il est trop tôt pour dire lequel de ces marqueurs-là. Il y a des marqueurs plus importants qui s'en viennent. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que le marqueur YKL40, qui est associé chez les personnes vieillissantes, donc on voit ici un lien avec l'âge, est associé aux douleurs neuropathiques, également associé aux maladies du disque intervertébral, est associé aussi chez les plus jeunes personnes à l'asthme. Donc, c'est un marqueur d'inflammation. Donc, encore une fois, il n'est pas surprenant de le voir chez des post-COVID ou des COVID longs, 1 à 3 mois après l'infection, et que ça diminue avec le temps, puisque c'est un marqueur d'infection. Puis il marque aussi l'infection pulmonaire. Donc, ça fait un peu de sens de le regarder dans ce sens-là, mais on n'a pas encore trouvé des marqueurs prédictifs encore pertinents, mais il reste encore une demi-douzaine à tester. Puis, ils sont dans le pipeline. Ce que je vous présente ici, ce sont des résultats de quelques jours qu'on a obtenus à peine. J'attire votre attention sur un des premiers patients COVID long qu'on a étudié, le COVID-001. Une jeune femme de 37 ans. Vous voyez ses scores très sévèrement impactés avec un score de PM de 93 et son scan au niveau de la mesure de l'oxymétrie cérébrale est complètement atypique. En fait, autant au niveau du côté droit en rouge, vous voyez que ça augmente dans le temps.
Et on est déjà autour de 80% début du test, puis on dépasse le 85%. On voit une légère augmentation, mais on est déjà assez haut du côté gauche ici. Donc, premièrement, un écart aussi prononcé devrait nous sonner des alarmes. Deuxièmement, une augmentation comme ça est vue souvent lorsque les gens ont soit des infections ou des traumas sévères du cerveau. Et on a jugé bon de suggérer à cette personne-là, avec son médecin traitant, d'aller en médecine nucléaire pour voir s'il n'y avait pas des anomalies, pour confirmer ce qu'on voit. Donc, une des interprétations, et j'insiste sur le mot interprétation, encore une fois, je ne suis pas médecin, donc c'est l'interprétation de la science vers la clinique ici, c'est que le fait que ça augmente en fonction d'un effort qu'on impose aux patients avec le stress test ici, c'est comme si les cellules étaient plus en sénescence et arrêtaient ou diminuaient de fonctionner, ce qui permet qu'on voit plus d'oxygène disponible qu'on mesure, qui augmente. Donc, les cellules diminuent leur activité ici. Donc, si ça s'avère confirmé, on trouvera bien éventuellement le moyen de comment réveiller ces cellules-là pour que ça fonctionne mieux. On représente ici déjà plusieurs marqueurs, donc d'autres marqueurs que je ne vous ai pas parlé, qu'on a mesurés. Et évidemment, on a une attention plus particulière sur l'urotensine, qui est un puissant vasoconstricteur, qui sont dans des niveaux assez élevés, et aussi une autre molécule qu'on aime beaucoup, qui est associée à la sévérité de l'encéphalomyélite myalgique, le SMPDL3B, qui est déjà très élevé ici chez cette personne-là. Donc, pour vous faire juste une histoire courte, on ne pense pas que ce patient-là est dans la trajectoire d'encéphalomyélite myalgique, mais plus dans la trajectoire d'une séquelle neurologique. D'un point de vue clinique, on sait qu'elle a des problèmes neurologiques et ils sont en train d'être investigués et on va tout faire pour essayer d'aider à mieux comprendre ce qui se passe chez cette personne-là. Donc, je vous ai parlé que l'urotensine est importante. Donc, vous avez la valeur d'urotensine de cette personne-là, du premier participant. Vous avez la valeur moyenne de 62 individus sains. Donc, vous voyez qu'on a à peu près 2,5 fois plus d'urotensine chez cette personne-là. Et on vous a présenté en B ici le fait de est-ce que c'est grave d'avoir beaucoup d'urotensine. Donc, vous savez que moins que 5 nanogrammes par millilitre, 5 c'est ici, là. Donc, vous avez un score au niveau de la fatigue mentale qui tourne un peu autour de 14. Et si vous dépassez 5, donc la marge est assez simple, OK, bien, on a une valeur qui est déjà, les signes de significance ne sont pas indiqués ici, mais c'est statistiquement plus grave. Même chose au niveau du score cognitif. Donc, toute élévation dans le plasma de plus de 5 nanogrammes a un impact négatif sur les symptômes. Même chose sur l'urotensine. Lors du deuxième séminaire, du webinaire, je vous avais présenté ces résultats-là. Donc, ce sont des résultats obtenus à partir des patients atteints d'encéphalomyélite myalgique. Donc, dès qu'on dépasse 30 nanogrammes dans le plasma du SMPDL3B, on aggrave les symptômes de façon importante. Ce qui fait dire à mon assistant ici que plus on va en mesurer dans le sang, dans le plasma ou dans les urines, ça veut dire que la molécule n'est pas attachée à la membrane des cellules et c'est là qu'elle devrait être. Donc, ça aggrave la sévérité des symptômes. Donc, c'est pour ça que c'est une molécule qui nous intéresse dans le contexte de la COVID-19 et les COVID-19 longs. Chose intéressante, on a récemment, et ça, vous êtes les premiers au monde à en entendre parler, c'est qu'on a une collaboration avec le Dr. Øystein Flug en Norvège, qui avait fait un essai clinique avec le rituximab. Donc, on a pu avoir accès à sa cohorte de patients. Donc, on parle ici au-delà de 140 individus. Et vous voyez en bleu ici les valeurs de SMPDL3B mesurées dans le plasma selon leurs critères de sévérité à eux. Donc, on voit qu'il y a une tendance lourde et même significative selon le test qu'on choisit, de voir que l'élévation des niveaux plasmatiques de cette molécule-là, comme on le voit chez nos patients, est associée à la sévérité de la maladie chez les gens atteints d'encéphalomyélite myalgique. Donc, je reviendrai éventuellement peut-être dans un 4e webinaire plus tard pour vous expliquer exactement comment fonctionne cette molécule-là, mais disons que cette première étude réplique nos résultats, donc les Québécois et les Norvégiens, on est pas mal pareil.
Donc, en conclusion, je pense que j'ose espérer vous démontrer que décoder les COVID longs, c'est urgent et qu'on a besoin de la collaboration de tous pour y arriver. Donc, on recherche encore beaucoup de patients atteints de COVID long avec des séquelles ou sans séquelles. Donc, on a une capacité d'en tester 5 à 10 par semaine et pour l'instant, on n'en recrute que trop peu. Donc, on cherche à identifier les risques, donc de prévoir les trajectoires, de prévoir plus spécifiquement ceux qui vont développer l'encéphalomyélite myalgique et la fibromyalgie ou d'autres complications. Et en validant différentes approches, différents marqueurs, ben, on va arriver à trouver des traitements innovateurs. Donc, c'est un peu une course dans le temps. On ne veut pas passer 10-15 ans à chercher. On veut trouver le plus rapidement possible pour éviter que l'épidémie de COVID long suite à la pandémie, ben, ça ne devienne pas une deuxième pandémie dans la pandémie à ce moment-là et trouver des solutions pour non seulement prévenir les COVID longs et leurs complications, mais aussi les appliquer pour les gens qui souffrent d'encéphalomyélite myalgique. Donc, dites-vous que les COVID longs sont comme une fenêtre expérimentale qui devrait bénéficier l'ensemble des personnes atteintes d'encéphalomyélite myalgique ou de fibromyalgie pour lesquelles on n'a pas encore trouvé les solutions. Maintenant, on sait c'est qui l'agresseur et on a une fenêtre d'opportunité pour aller l'identifier. Donc, en premier lieu, mes remerciements les plus sincères à tous les participants et leurs familles. Ces gens-là font des efforts extraordinaires. Ils nous font confiance comme vous nous l'avez fait pour l'encéphalomyélite myalgique, mais eux autres ne sont pas experts de leur maladie. Donc, ils sont tout simplement pour tout de suite des gens qui se posent beaucoup de questions et ont beaucoup d'inquiétudes. Donc, on essaie de les approcher de la façon la plus humaine que possible. Et sans eux, bien, on ne peut pas réussir. Donc, on espère que chacun d'entre vous va convaincre des gens que vous connaissez dans votre entourage à participer à notre étude. Et encore une fois, la CHEM est une courroie de transmission et un partenaire formidable. Donc, on les remercie. Et avant de remercier les organismes subventionnaires de cette étude, donc que j'ai mentionné, j'aimerais remercier les abeilles dans mon équipe, donc à la fois les infirmières comme les étudiants et mon personnel de recherche qui participent à cette étude, parce que c'est la même équipe qui pivote les deux projets. Donc, tout le monde met l'épaule à la roue pour sortir les résultats les plus rapidement possible. Et sans eux, ben, je ne serais pas ici aujourd'hui à vous présenter nos tout premiers résultats qui sont que très fragmentaires, je le reconnais, mais c'est juste pour vous dire qu'on y travaille de tout cœur. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr. Moreau. On va passer aux questions. On en a quelques-unes. On a des PAM, des personnes atteintes de M, qui se demandent si attraper la COVID peut aggraver les symptômes de la fatigue chronique de l'EM, en fait. La question, elle est bonne et plusieurs personnes, malheureusement, qui souffrent d'encéphalomyélite myalgique ont attrapé la COVID-19. Donc, vous pouvez voir les échanges dans les différents blogs. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'une minorité de personnes qui ont l'encéphalomyélite lorsqu'ils attrapent la COVID ont rapporté que leurs symptômes s'étaient un peu stabilisés ou même, dans certains cas, même améliorés. C'est plutôt une anomalie, hein, c'est même contre-intuitif, alors que la grande majorité des gens qui sont atteints de M, lorsqu'ils ont eu la COVID-19, même d'une forme relativement modérée, ça les a fait cracher de beaucoup. Okay? Donc ça, c'est plus, je dirais, le modèle classique, donc c'est ce qu'on devrait s'attendre, au même titre que si vous attrapez la grippe, vous n'allez pas aller mieux. Okay? Donc, il y a toujours des cas d'exception, mais c'est la grande majorité vont exacerber leurs symptômes. Okay? On a quelqu'un aussi qui demande, Nancy Climas affirme que la COVID longue est plus proche du tableau clinique du Gulf War Illness, je ne sais pas c'est quoi en français, que de l'EM. Qu'est-ce que vous en pensez? Nancy Climas est une amie et une collaboratrice, donc, et elle a une longueur sur moi sur l'étude du Gulf War Illness. Donc, je
Je ne parierais pas là-dessus à savoir est-ce que le tableau clinique, en fait, on s'attend à avoir des trajectoires différentes. OK? Donc, le Gulf War Ness a des similarités avec l'encéphalomyélite myalgique, comme vous le savez, mais il y a aussi des grandes distinctions. Ce n'est pas les mêmes mécanismes qui conduisent surtout les vétérans à développer le Gulf War Illness. Je pense que j'accueillerais ça avec un certain conservatisme, OK, en disant que c'est fort possible. Mais encore là, c'est pas blanc ou noir, c'est un ou l'autre. Ça va être une trajectoire pour certains, alors que d'autres trajectoires vont être clairement plus encéphalomyélite et d'autres vont être troubles neurologiques, pour l'instant, qu'on va mettre une étiquette inconnue, mais sévère, pour lesquels on devra regarder plus sérieusement. Il y a quelqu'un sur Facebook qui demande si le test sanguin UT2 et le test urine SMPD L3B peuvent être faits par les médecins de famille. Les deux molécules sont connues des cliniciens, OK? Mais je ne pense pas qu'ils sont d'usage clinique courant. C'est plus par certaines spécialisations pour vraiment quelque chose de pointu. Donc, je serais très surpris qu'un médecin de famille les prescrive. OK. Et même les spécialistes, récemment, je parlais des néphrologues où ils devraient connaître le rôle de SMPD3B dans certaines maladies néphrologiques et ils n'ont jamais prescrit ces tests-là. Donc, ça dépend toujours comment regarder ça. Puis, appelez pas votre médecin ou allez pas à votre clinique pour avoir ces tests-là parce que, premièrement, ils ne connaissent pas les molécules, ils ne connaissent pas le contexte. Je pense que ça ne va pas nécessairement vous aider. OK? C'est trop tôt. Ce qu'on essaie de faire éventuellement lorsque on va mettre sur pied un centre de référence pour l'EM sur lequel on travaille ardemment. L'ensemble des tests, volets recherche, on va souhaiter les rendre disponibles tout de suite dans un volet clinique. Donc, pour donner plus d'informations possibles aux cliniciens qui vont voir les patients EM, puis après ça, on fera le tri pour voir qu'est-ce qui est utile versus qu'est-ce qui est moins utile. Puis après avoir testé peut-être des milliers d'individus, bien, on va peut-être arriver avec le meilleur algorithme possible, avec les meilleurs outils possibles. J'ai évoqué l'idée récemment avec des collègues ici au Québec et on est en train de voir comment ça peut se faire. Au même titre, je suis consultant pour le gouvernement ontarien, pour le ministère de la Santé également, et j'essaie de leur convaincre d'avoir la même approche. En fait, cette approche-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, c'est plus l'approche des cliniques Mayo aux États-Unis, où eux-mêmes développent des tests innovateurs. Et Mayo, ben, ils sont au sommet, tant au niveau clinique que de la recherche, donc ils n'attendent pas la permission de personne, ils utilisent, ils combinent tout ce qu'ils ont dans le but d'améliorer la santé de leurs patients, au même titre d'aider leurs cliniciens à être encore plus performants que les autres. Donc, c'est pour ça qu'on pense que si on les intègre de façon précocement, ça n'enlève aucune capacité des cliniciens à prescrire des tests classiques s'ils souhaitent, mais ça donne une couche d'information ou des couches d'information supplémentaires. On avait une question aussi au sujet de votre étude. Vous utilisez le brassard pour faire le stress test. On sait que ça cause le malaise post-effort autant pour les PAM que pour les COVID longs. Si à la place, on y allait plus avec le effort, qu'on sait que ça va causer un plus haut PEM. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous permettre de découvrir de nouveaux biomarqueurs ou de comparer un petit peu avec vos résultats? En fait, si on regarde le test classique, là, le test classique, c'est le fameux 6 PET sur 2 jours. 3/4 des patients EM ne sont pas capables de faire ces tests-là. Et je dirais que dans les COVID longs sévères qu'on voit, peut-être que 100% d'entre eux ne sont pas capables de le faire, point. OK? Même la première journée, fait qu'on ne se rentrera jamais à la deuxième journée. Donc, on a eu une approche pragmatique en ayant un test portable pour justement tester les gens les plus sévèrement atteints. Donc, en fait, je serais curieux de voir sur des gens qui ne sont pas vraiment sévèrement atteints, puis peut-être qu'on va le voir dans les COVID longs, parce qu'il va y avoir différentes trajectoires. Donc, c'est une bonne population pour challenger le test qu'on développe.
pour trouver plus de biomarqueurs ou même à la limite, trouver des biomarqueurs qui vont être spécifiques à l'EM. Jusqu'à date, toutes les molécules que je vous ai présentées depuis 2 webinaires ne sont pas des molécules uniques à cette maladie-là. Puis ça, c'est le cas des maladies complexes chroniques. C'est très difficile de trouver une maladie unique. Plus, certaines des molécules que j'ai parlé, par exemple comme l'urotensine, il y a aussi des variants, des modifications qui font que ça change aussi leur fonction biologique qu'on mesure aussi. Donc, dites-vous que je prends encore le même modèle de l'iceberg. Quand je vous parle de ce qu'on fait, c'est juste le petit bout qui flotte qu'on peut voir. Le gros bout en dessous, il est en développement, puis il n'est pas toujours facile à comprendre, même pour nous. Donc, comment on intègre toutes ces informations-là. On va faire des approches non biaisées en protéomique et en métabolomique. J'ai un projet que je compte soumettre à Open Medicine Foundation avec mes collègues directeurs, Dr. Bergquist en Suède et Dr. Armstrong à Melbourne en Australie, pour justement combiner nos forces et aller justement découvrir à partir des échantillons qu'on a déjà testés. Donc la bonne nouvelle, ça va être des échantillons québécois qui vont servir pour révéler si on ne peut pas trouver des marqueurs encore plus précis ou qu'on peut combiner ensemble pour mieux, encore une fois, comprendre la maladie, mais surtout pour trouver des cibles qu'on peut modifier. Donc, les 2 marqueurs que je vous ai présentés aujourd'hui, que j'avais déjà évoqués lors de mon 2e webinaire, sont des molécules qu'on peut modifier avec des drogues qui existent déjà. Si on y va avec les COVID longues, plus spécifiquement, il y a quelqu'un qui mentionne que certaines personnes avec la vaccination ont vu leurs symptômes s'améliorer avec la vaccination. Est-ce que vous pouvez commenter ça un peu? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien, c'est une très bonne nouvelle pour... je pense que c'est pas impossible parce que la vaccination, c'est un puissant immunomodulateur. Donc, si vous avez eu un premier choc dans lequel ça a amené à des transformations épigénétiques, la plupart du temps, ces transformations-là ne vont pas être permanentes. Ils devraient, sauf quelques rares exceptions, devraient s'estomper dans le temps. Donc, si vous amenez un deuxième choc qui va être le vaccin, à ce moment-là, c'est possible que ça donne le petit coup nécessaire pour replacer et récupérer plus rapidement. Maintenant, exactement comment ça fonctionne, je ne le sais pas et je pense que les collègues qui ont fait cette observation-là ne l'ont pas encore étudié. Donc, ça va prendre encore une fois un certain nombre d'individus. Puis, est-ce que ça va être vrai pour tout le monde? Ou encore une fois, ça va fonctionner pour un sous-groupe de COVID long? Et si c'est le cas, on va être bien content de les caractériser pour voir, on a peut-être une recette à proposer pour les gens. Puis lorsqu'on va utiliser la recette chez les autres, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça va nous donner une autre opportunité pour comprendre. Mais pour l'instant, je pense que ça peut fonctionner et ça semble fonctionner chez certains individus. On a une personne qui demandait si, côté budget de la recherche sur le M, est-ce qu'il y a eu des changements à la hausse vu les liens qu'on est en train d'essayer de créer entre un possible lien entre le COVID long et le M? Est-ce que vous en avez bénéficié côté budget de recherche pour le M? Non, mais l'essentiel de mes budgets EM viennent de fondations privées. Et de certains donateurs qui, je remercie, qui font des efforts extraordinaires pour nous soutenir, OK? Et ça, c'est grandement apprécié. Mais si je n'avais pas de fondation privée qui supportait mes travaux, je ne serais pas dans le domaine de l'EM, point. Et ça, c'est une réalité et une complication, surtout pour attirer des jeunes chercheurs dans le domaine, puisqu'eux doivent absolument avoir un facteur de réussite lorsqu'ils font des concours pour obtenir des subventions. Et le M, et même, je vous dirais, la COVID long, ou la COVID tout court, là, dans les concours réguliers des Instituts de recherche santé du Canada,
ne sont pas la bienvenue. On n'est pas la saveur du mois, puis on ne le saura jamais par rapport à d'autres maladies qui sont plus classiques, comme les cancers en général, comme les maladies neuroégétives, qui sont tous des maladies très importantes, pour lesquelles il y a déjà des masses critiques de chercheurs importants et qu'on a fait beaucoup de progrès, alors qu'ici, on a une maladie qui touche des millions de personnes, mais avec des très petites équipes et qui, finalement, s'il n'y avait pas la philanthropie, bien, personne ne ferait de la recherche. Donc, tant au Canada que même aux États-Unis, le financement dans les concours réguliers ne vont pas bien parce que les panels ne sont pas adaptés. Les gens, si vous pensez que les médecins, en tout cas un certain nombre de médecins, ne croient pas que c'est une vraie maladie, imaginez-vous des chercheurs qui cherchent des petites bébêtes noires quand ils viennent le temps d'évaluer, puis pour une virgule ou pour un plus ou un moins en mauvaise place, rejettent une demande. Donc, si vous commencez, surtout si vous utilisez le terme syndrome de fatigue chronique, bonne chance. Votre demande va aller aux poubelles directement, indépendamment de tout ce que vous pourriez faire comme démonstration. Donc, il y a des biais de perception. Donc, on l'a vécu récemment avec un projet sur la COVID long qu'on a envoyé au dernier concours régulier, puis on était en triage. Donc là, il y a un prochain concours le 15 avril des RSC sur lequel il va y avoir un comité ad hoc. Donc, ce ne sont pas les panels réguliers qui vont évaluer. Donc, ça va être sur la COVID long. Donc, on a une niche, on a une invitation, puis on va faire nos devoirs, on va soumettre la demande. Mais ça va prendre beaucoup, beaucoup d'efforts pour convaincre les organismes subventionnaires d'aller sélectionner des gens qui sont qualifiés, non biaisés pour les évaluer et aussi de mettre de l'argent de côté. Je peux vous dire que la COVID-19, il y a eu beaucoup d'argent. Il y a eu tellement d'argent, pour des fois pas toujours les bonnes raisons, que les collègues qui travaillent sur autre chose et qui n'ont pas eu d'atome crochu ou à tout le moins ne pouvaient pas contribuer à COVID-19, si vous soumettez un projet COVID-19 en dehors d'un concours COVID-19, bonne chance à votre demande. Là, il va y avoir un biais et un backlash parce que les gens sont tannés en recherche, parce que plusieurs collègues jugent qu'il y a trop d'argent qui a été mis là-dedans. On comprend qu'il y avait une urgence, puis on comprend que lorsqu'un ennemi se présente à vous, il faut aller chercher toute l'information possible de cet ennemi-là. Maintenant, l'ennemi, c'est la COVID long, puis là, on va perdre des joueurs parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, ils ne connaissent pas c'est quoi les formes des maladies chroniques. Et c'est peut-être là que les gens qui étudient l'encéphalomyélite myalgique peuvent répondre présent, mais on a besoin d'argent, on a besoin de financement pour être capable d'aller rapidement trouver des réponses. On sait que, bon, on ne donne pas de recommandations côté vaccin et tout, mais on a quelqu'un qui demandait sur Facebook si vous croyez que le vaccin de la COVID pourrait réveiller des virus latents, comme il parle du DNA, mononucléose, tuberculose ou virus de Bell. Non, on a tous certains rétrovirus endormis dans notre génome, là, OK, sans exception. Puis la plupart du temps, ils continuent à faire dodo, puis il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Les méthodes de vaccination, les vaccins qu'on nous donne ne vont pas s'intégrer dans le génome. Donc, il y a pas d'enjeu ou de danger de ce côté-là. Fait que, il n'y a pas de souci à y avoir, peu importe le vaccin, que ce soit les vaccins plus classiques que les nouveaux vaccins à base d'ARN messager. L'ARN messager, là, lui, il n'a pas besoin d'aller dans l'ADN, il est déjà prêt à être décodé. Il va aller dans la machinerie ribosomale, puis il va produire les protéines qu'il doit produire pour générer une réponse immunologique. Justement, avec les ARN, il y a quelqu'un qui demandait avec le consensus canadien, elle mentionne qu'on comprend que ce serait mieux qu'on ait un vaccin ARN plutôt que de virus atténué ou mort. De ce qu'on connaît jusqu'à maintenant de l'EM, est-ce que c'est logique? Il n'y a pas de consensus à ce niveau-là. Il n'y a pas eu d'études à ce niveau-là. Je ne sais pas comment on peut inférer ça à partir du consensus canadien. Là, ça n'a aucun rapport ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les vaccins ARN ont fait leur preuve. Il y a des millions de personnes qui ont été vaccinées et si vous regardez le taux d'événements secondaires graves, sont très, 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 très minimes. Il y a des enjeux avec celui d'AstraZeneca, OK, et qui ne sont pas tout à fait bien compris.
C'est peut-être pas nécessairement lié au concept lui-même du vaccin comme de la façon qu'il est produit. Donc, il y a peut-être quelque chose dans les lignes de production qui font que certains lots puissent générer des réponses adverses plus que d'autres. Il y a aussi les enjeux de coagulation, de coagulopathie là, chez certains individus. Donc, les règles ont été resserrées. Maintenant, comme scientifique, et j'insiste sur le terme comme scientifique parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas là pour vous donner aucun conseil médical. C'est sûr que si vous avez 75 ans, 80 ans et plus et que vous avez le M et qu'on vous invite à prendre le vaccin, je prendrai le vaccin. Vous avez quasiment 9 chances sur 10 d'en décéder si vous attrapez la COVID-19. Alors que si le vaccin va vous entraîner des effets secondaires, vous allez être plus malade, mais vous connaissez déjà cette maladie-là. La COVID, vous ne la connaissez pas, mais si elle pourrait être mortelle pour vous. L'enjeu devient plus difficile par rapport à si vous arrivez vers, on descend dans le groupe d'âge. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'ai 40? Qu'est-ce qui arrive si j'ai 30? Ah, on ne sait pas. Mais si vous regardez à la vitesse que les États-Unis font leur vaccination, d'ici la fin du mois de juillet, presque trois quarts, en tout cas, de la population adulte a eu au moins une première dose, en autant que les gens veulent bien être vaccinés. Donc là-dedans, il va y avoir des gens qui ont le M. Là-dedans, il va y avoir des gens qui ont la fibromyalgie. Il y a plusieurs organisations comme Solve, EMI et d'autres qui sont en train de faire des surveys. OK? Puis je pense qu'éventuellement, la CAM pourra faire ce genre de survey également pour questionner les gens. Donc, au lieu d'aller d'anecdotes, si on a 10, 100, 150, 200 patients EM québécois qui ont finalement opté pour le vaccin, puis que les gens finalement nous disent, bien, finalement, j'ai soit pas eu de symptômes, ou oui, mes symptômes ont été aggravés, bien, on va peut-être avoir nos propres données nous-mêmes. Peut-être que c'est quelque chose que le réseau ICANN-CIMI pourrait aussi mobiliser. Donc, vous savez qu'on a un groupe de travail au niveau médical que je pourrais mobiliser à tout le moins commencer à réfléchir et on pourrait éventuellement travailler avec l'ensemble des organisations sur l'encéphalomyélite au Canada pour mobiliser nos troupes et voir, essayer d'extraire des données, de voir combien des gens atteints de M ont finalement opté pour le vaccin et voir qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Est-ce qu'il y a des données à savoir sur les différents vaccins? Une des questions était vu qu'on a différents vaccins, est-ce qu'ils sont tous OK ou il y en a qui ont des constitutions qui pourraient être plus dommageables? Est-ce qu'on devrait prioriser un vaccin plutôt qu'un autre pour les PAM? On ne sait pas encore. Donc, on n'a pas déjà juste le point de vue vacciné ou non vacciné. C'est ce qu'on parlait tantôt. On n'a pas encore assez de recul comme tel. Il y a des enjeux où c'est je vais prendre le terme chinois, un no-brainer, comme on dit, d'en savoir que, encore une fois, si vous avez 80 et que vous avez le M, ben, vous avez soit l'option de vivre en ermite comme vous savez faire, et vous ne verrez pas de virus, mais vous ne verrez personne, euh, ou vous vous faites vacciner et vous commencez à profiter de la vie un peu plus normalement à cause de la protection du vaccin, en sachant qu'à votre âge, euh, vous allez certainement mourir de la COVID si vous l'attrapez. Puis ça, c'est une question que vous devez avoir, premièrement, avec vous-même, mais avec certainement votre médecin de famille. On a une question sur Facebook au sujet de la tachycardie orthostatique. Est-ce qu'elle est fréquente chez les personnes atteintes de la COVID longue? Quelles sont Oui. les meilleures alternatives pour aider à l'atténuer? Elle est fréquente, alors que ces gens-là, dans la grande majorité des cas, ont eu aucun problème cardiaque de toute leur vie. Donc, et là, ces gens-là se retrouvent avec des tachycardies violentes et soudaines. Donc, ils apprennent c'est quoi un POTS alors qu'ils ne savent pas du tout qu'est-ce que c'est. Évidemment, les médecins, les cardiologues vont leur prescrire des bêta-bloqueurs. Ils vont essayer des recettes qu'on utilise habituellement pour réguler le POTS. Donc, c'est essai-erreur, puis aussi, peut-être que les médecins ne veulent pas être trop agressifs pour voir est-ce que ça va être juste un effet, une séquelle transitoire post-COVID, puis que ça va partir de tout seul avec le temps.
avant d'embarquer les gens sur un régime de médicaments un peu plus robuste. Mais il y a des bêta-bloqueurs qui sont plus performants que d'autres, qui peuvent certainement aider au même titre que d'avoir une diète un peu plus riche en sel. Encore une fois, ce n'est pas des choses qu'on essaie soi-même à la maison. Ça prend un encadrement médical, une évaluation médicale. Et j'encourage les gens qui ont ces symptômes-là à consulter. Dans la cohorte de gens de COVID long, est-ce qu'il y en a, même si bon, l'échantillonnage n'est pas immense, est-ce qu'il y en a qui ont été diagnostiqués EM? Il est trop tôt pour le diagnostic EM. Premièrement, notre meilleur outil de diagnostic EM, c'est notre panel de 11 micro-ARN. Donc, pour faire le test, ben, on ne peut pas prendre un patient à la fois. Ça mobilise beaucoup trop de temps et les mêmes personnes pour le faire. Donc, on va y aller par batch. Donc, on arrive bientôt à une masse critique. Donc, les échantillons sont prêts. On va procéder. Donc, ça, pour nous, ça va être un peu notre test ultime. Ça va être vraiment, est-ce qu'à partir de ces 11 micro-RNA, on est capable d'avoir un diagnostic précis? Vous savez que chez l'étude qu'on a faite, les EM ont été capables entre 90 à 94 du temps de prédire l'EM. Donc, c'était assez précis, même très précis. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a des échantillons dans cette cohorte-là, comme dans... on peut juste faire la cohorte Scopimètre parce qu'on a le stress test avant et après, on a besoin de ça. Donc, on va le voir. Mais dans les deux cohortes, on va aussi investiguer des nouveaux micro-ARN. Donc, est-ce qu'il y a des micro-ARN qui seraient prédicteurs des différentes trajectoires, tant la trajectoire guérison que la trajectoire d'autres types de troubles. Donc, on ne met pas nécessairement tous nos œufs avec ce qu'on connaît, on va aussi explorer ce qu'on ne connaît pas. Au sujet du lien entre la recherche COVID long et EM, il y a une question à savoir si le gouvernement du Québec est impliqué dans cette collaboration afin de la faciliter ou de l'encourager. On n'a pas de support du gouvernement du Québec, si ce n'est que ce que le gouvernement du Québec a déjà investi. Vous savez qu'il y a une biobanque québécoise pour la COVID, donc il y a des échantillons. Donc, l'image que je vous ai montrée là, pendant la phase d'hospitalisation versus la phase post-COVID vient de cette biobanque-là. Le docteur Piché collabore à cette biobanque-là. On n'a pas fait appel à la biobanque. On a travaillé directement avec le docteur Piché. On était aussi en relation avec le docteur Falcon qui débarque sa clinique post-COVID. En fait, le docteur Falcon et le docteur Piché vont être des co-investigateurs sur la demande que je vais déposer le 15 avril aux IRC sur les COVID longs. Nous, on a un protocole je dirais, qui a fait ses preuves pour l'encéphalomyélite. Donc, on veut garder la recette. On pense qu'en faisant un stress test, donc en faisant une provocation, on va révéler quelque chose qui doit être révélé. Donc, si dans ces circonstances-là, on n'est pas capable de voir ce qui se passe, ça va être pas mal plus difficile de le faire juste au repos, donc juste à partir d'une seule prise de sang. Donc, on teste les deux cohortes. Donc, juste au repos, de façon, je dirais, plus classique et linéaire versus le stress test qu'on fait. Il nous faut plus de participants. Donc, si vous connaissez des gens, ou si parmi les gens qui nous écoutent, on a des gens qui ont une forme de COVID long, même si ça fait juste un mois que vous avez un COVID long, on veut vous connaître, on veut vous recruter. Et on fera le suivi avec vous. J'aime mieux tester quelqu'un à 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis continuer que juste les prendre en 6 mois et plus. Même si on sait qu'initialement, 6 mois, c'est déjà une fenêtre idéale pour nous parce que si ça fait 6 mois que vous avez des symptômes persistants et sévères, vous devriez être malheureusement un bon candidat pour développer l'encéphalomyélite myalgique alors que entre 0 et 3 mois, bien, vous avez des chances d'avoir une résolution presque complète. Au niveau des statistiques de COVID long, est-ce que vous savez si le gouvernement accepte de publier ou d'informer la population sur les gens qui en sont atteints? Parce qu'on a toujours les statistiques. C'est vrai que c'est une statistique qu'on n'a pas vraiment sur les COVID longs. Bien, je ne pense pas que le gouvernement tient officiellement des COVID longs, puisque les COVID longs ne sont pas répertoriés ou par le ministère de la Santé, par exemple, où il n'y a pas... il y a eu des initiatives, il y a 2 cliniques post-COVID au Québec actuellement, officiellement. Il y a d'autres médecins qui ont
ont commencé à développer un intérêt pour ça, puis de se partir des cliniques. C'est une chose de partir des cliniques, mais c'est une autre de comprendre la maladie, puis c'est encore une autre de l'investiguer avec une recherche moindrement sophistiquée. Donc, on n'est pas encore là. Monsieur Christian Dubé, le ministre de la Santé, est tout à fait au courant des enjeux. OK? Il est un supporter de premier plan dans la venue du centre de référence nationale. Donc, il comprend qu'on a besoin de ce centre-là. On va avoir besoin, évidemment, du financement et que les COVID longs vont mettre de la pression sur ce centre-là parce qu'il va y avoir un certain nombre d'individus qui vont développer des maladies chroniques complexes, au même titre que le récent rapport sur les Lyme chroniques, où on sait qu'on a une recrudescence de Lyme et on sait que les Lyme chroniques vont aussi développer dans un grand nombre de cas, l'encéphalomyélite myalgique. Je vois popper dans les différentes discussions, dans le chatbox, je n'ai pas le temps de le suivre, là, mais actuellement, nos tests se font à Montréal, donc, ou dans la grande région de Montréal. Donc, si les gens peuvent se déplacer à Sainte-Justine, donc pour le projet Scopimed, c'est un test qui prend 90 minutes plus, mettons, 30 minutes le temps qu'on vous installe les équipements, là. Donc, à peu près 2 heures pour le faire. Donc, si les gens peuvent venir, premièrement, il faut qu'ils soient accompagnés parce qu'à la fin du test, ils ne sont pas en état de conduire, ça c'est clair. Donc, on peut en tester plus si les gens se déplacent en personne à Sainte-Justine. Au même titre que si on peut en tester plus dans la grande région de Montréal. Donc, on se promène pas mal rive sud, rive nord. Des fois, on peut même se rendre jusqu'aux horizons de Trois-Rivières. Il faut comprendre qu'un coup qu'on a pris les prises de sang puis on a le matériel biologique, il faut que l'infirmière revienne rapidement pour qu'on puisse les analyser. Donc, on ne peut pas être trop loin, là. Donc, Québec, c'est pas possible, là. Ça va nous prendre trop de temps. Saguenay-Lac-Saint-Jean, ces places-là, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas éventuellement faire un blitz et être à Québec ou ailleurs. Mais pour l'instant, comme il y a plus de cas, Gatineau, on y va, je vois apparaître la chose. Donc, Gatineau, on a fait quelques cas. Puis on a aussi des médecins collaborateurs dans la région, donc on pourrait éventuellement se dépanner de ce côté-là. Donc, mais l'idée, c'est d'avoir un pipeline. Donc, plus j'ai de gens qui souhaitent participer, plus nos infirmières peuvent coordonner l'effort et essayer d'organiser leur journée en conséquence. Puis il faut comprendre que j'ai 3 infirmières. J'en ai une qui est un peu perdue dans le système parce qu'il travaille sur d'autres projets, surtout des projets de vaccination. Fait que Valérie est moins présente pour le volet Scopimed, mais on a Sophie et Hélène qui même en donnant 300% de leur temps, c'est compliqué là, d'organiser les choses. Donc, si on a un agenda solide, bien, on est capable de faire un blitz et de voir le plus de patients. C'est pour ça que ça aussi, pour ceux qui veulent participer à nos projets et qui sont atteints d'encéphalomyélite, bien, on vous a demandé d'attendre un peu parce que là, il y a une urgence de générer des résultats préliminaires pour nos demandes de fonds. Donc, on essaie de faire un blitz sur les COVID longs. Et vous allez voir, à partir du mois de mai, on va altérer là, parce qu'on a acheté plus d'équipements en conséquence. Donc, on est capable d'en faire plus si ça prend plus de participants. Évidemment, plus il va y avoir du financement, si je peux acheter d'autres machines, on va augmenter la cadence. S'il y en a qui veulent participer, ils peuvent toujours. On va remettre, on l'avait fait la dernière fois aussi, Facebook, les adresses courriels. Sinon, vous pouvez nous écrire, on les transfère directement à votre équipe, Valérie et Sophie. Puis là, bon, entre vous, vous les retransférez. Mais n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à la CAM, on les transfère ou on va remettre, comme j'ai dit sur Facebook, les adresses courriels. Une petite question qui était sur l'hypersensibilité à la médication. Est-ce que les gens peuvent se fier à leur hypersensibilité par rapport au vaccin? Est-ce que c'est semblable? Parce qu'il y en a qui doivent vraiment couper, c'est pas du tout pareil. On ne peut pas couper un vaccin. Donc, le vaccin, il a été conçu, il y a une seule dose et c'est la dose que vous recevez. Encore une fois, si je prends l'exemple du vaccin ARN messager, premièrement, le vaccin, à part peut-être faire une douleur dans le bras parce que c'est une injection intramusculaire, puis encore là,
mon conseil, c'est prenez des vieilles infirmières. Elles ont des doigts de fée, vous ne sentirez rien. OK? Ceux qui ont eu souvent des vaccins dans le passé, le vaccin de la grippe, plus elles sont vieilles, meilleures elles sont. OK? Comme les vins. OK? Donc, les vieilles mains sont souvent les plus efficaces. Il y a toujours des exceptions, mais le vaccin, ça va prendre un certain temps pour que l'ARN messager puisse aller dans la cellule, rencontrer des ribosomes et oups, on va produire des protéines. Puis là, ces protéines-là vont finir par être reconnues comme un antigène et produire des anticorps. Ça n'arrive pas dans la seconde, ça n'arrive même pas dans la première heure. Ça peut prendre 5-6 heures avant de commencer. Donc, si vous commencez à être vacciné, là, puis que vous avez une réaction, c'est un choc vagal, c'est autre chose, juste par la pression ou la bonne nouvelle de recevoir le vaccin, là, ça vous énerve tellement que votre anxiété tombe ou augmente. Mais ça n'a pas rapport à ce qui se passe au niveau cellulaire. OK? La machinerie, elle commence. C'est vite, mais c'est pas si vite que ça. Peut-être une petite dernière question. Il y a quelqu'un qui demande aussi les médicaments. Bon, on parle aussi de l'IRICA, narcotiques. Est-ce que ça modifie les marqueurs dans vos études, les marqueurs que vous recherchez? Donc, sous-évaluer ou en tout cas modifier le marqueur. Est-ce que ça peut causer des torts pour votre recherche? Non, justement, dans le contexte où, parce qu'on prend les gens au repos, donc avant l'application du stress test et après le stress test, donc les molécules pharmacologiques, peu importe le nombre de médicaments que vous prenez, elles sont là. Elles sont là au départ, elles sont là après 90 minutes. Et ce n'est pas le stress test qui va vous faire changer votre métabolisme d'un médicament à ce point-là. Donc, en soustrayant ce qui se passe à 90 minutes versus ce qui se passe au repos, chaque individu devient son propre contrôle. Donc, on contrôle les individus entre eux comme ça, mais aussi on fait des tests chez des individus du même âge, du même sexe, puis aussi quand on prend des contrôles, ben, on ne va pas comparer des gens qui sont relativement sédentaires avec des athlètes. Donc, il y a des gens de 30 ans qui courent, ou 40 ans qui courent des Ironman, puis qui sont capables de ça, bien, on ne prend pas ces gens-là. On aurait un tableau tellement différent. Donc, on s'assure d'avoir des gens qui sont relativement sédentaires. Et c'est comme ça je pense qu'on est capable d'arriver à un test pragmatique qui représente ce qui se passe dans la vraie réalité, dans une population adulte vieillissante, qui ont aussi toutes sortes de petits bobos et qui prennent des médications. Et pour la recherche, pour conclure, les gens qui vont se présenter à titre de patients COVID long, est-ce qu'ils doivent avoir eu un diagnostic? C'est pas juste en présentant des symptômes. Est-ce que pour les intégrer, vous demandez la preuve diagnostique? Idéalement, on aimerait que les gens nous montrent la preuve qu'ils ont eu un test PCR positif, puis aussi la preuve d'un test PCR négatif pour essayer de vraiment dire, ben là, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que je suis soi-disant guéri. Donc ça, c'est le monde idéal. Dans la vraie vie, malheureusement, les gens vont avoir eu des fois même un diagnostic clinique par un médecin en disant, tu n'as pas eu de test PCR parce que bon, le test n'était pas disponible ou c'était trop compliqué, mais tu avais déjà les symptômes. Le médecin vous a dit, oui, oui, pas de doute, vous avez la COVID-19, même si vous n'avez pas eu de... Donc, on va aussi accepter cette situation-là. On est en train, vous savez qu'il récemment, il y a eu un test à partir des lymphocytes T qui, éventuellement, on pourrait prendre des lymphocytes T parce que quand on prend les cellules sanguines, on a accès aux lymphocytes T. On pourrait aussi voir si ces lymphocytes T ont rencontré le coronavirus. Donc de voir à quel point on a une information complémentaire là, si on avait besoin d'une alternative. Donc, on comprend, on souhaite que la majorité des cas puissent être documentés, mais on peut comprendre dans certaines situations que ça n'a pas été possible, surtout pour les gens qui peut-être ont déjà plus d'1 an de vécu avec la COVID, donc ceux qui l'ont attrapé dans la première vague, mais en principe, dans les vagues subséquentes, les gens auraient dû avoir en tout cas accès à un test et le documenter d'une façon ou d'une autre.
Merci, Dr. Moreau. Je rappelle à tout le monde que si vous avez besoin si vous avez des questions ou peu importe, vous pouvez nous écrire. Si c'est adressé au Dr. Moreau, on lui transfère avec plaisir et vice-versa. On vous souhaite une belle fin de journée.